Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer cette série de cours de cosmologie et géodynamique interne avec la cinquième vidéo du chapitre numéro 3. C'est la dernière vidéo de ce chapitre où nous allons continuer avec l'axe de la gravimétrie et nous allons voir l'utilité de la valeur mesurée ainsi que certaines corrections nécessaires avant d'interpréter les résultats. Et ensuite, on passera pour comprendre la théorie de l'ésostasie. Pratiquement, une seule valeur mesurée de la pesanteur n'a pas d'intérêt et cette valeur doit être comparée par une référence pour en tirer des informations. Par exemple, c'est la comparaison entre la valeur théorique et la valeur mesurée de la pesanteur qui permet de mettre en évidence des anomalies gravimétriques analysables et interprétables. Et une anomalie désigne la différence entre la valeur mesurée et la valeur théorique. Les anomalies de Bouguer, représentatives des anomalies de densité des roches dans le sous-sol, est le signal qui nous intéresse pour pouvoir déduire les structures du globe terrestre. Et le physicien français Pierre Bouguer qui a donné son nom à la mesure de cette anomalie. Et l'anomalie de Bouguer est égale à G mesuré moins G théorique. Et cette anomalie de Bouguer doit être calculée en tenant compte de plusieurs paramètres qui influencent la valeur de G que nous avons vu précédemment. Et ainsi, il faut effectuer certaines corrections pour éliminer l'effet de ces paramètres. Et dans les prochaines diapositives, je me limiterai à la correction à l'air libre, la correction du plateau et la correction topographique. Commençons par la correction à l'air libre. Et la correction à l'air libre, qui est ici, est une valeur qu'on doit ajouter à la formule précédente pour obtenir ce qu'on appelle l'anomalie à l'air libre. La correction à l'air libre permet de calculer une valeur approchée de la normale de l'accélération de la pesanteur en fonction de l'altitude h. Pourquoi effectuer cette correction? Cette correction est nécessaire car dans l'air, le gradient de la pesanteur lié à ce phénomène, c'est-à-dire à l'altitude, est d'environ 0,3086 milligales par mètre, c'est-à-dire d'une autre manière un point de mesure éloigné verticalement du centre de la Terre dans l'air de 3,24 mètres impliquera une diminution de l'intensité de la pesanteur de 1 milligale. Donc la correction à l'air libre consiste à remettre la mesure effectuée dans ce point P à la surface de référence et dans les levées gravimétriques, le niveau de référence utilisé c'est la surface du géoïde qui est l'équivalent du niveau de la mer ou bien c'est le niveau 0 à partir duquel on calcule les altitudes H. Et cette correction à l'air libre peut être calculée par cette équation ou bien l'équation précédente que j'ai montrée. Et cette équation, une fois qu'elle est intégrée dans l'anomalie de Bouguer, donc G mesuré moins G théorique moins cette correction à l'air libre, on obtient l'anomalie à l'air libre. Mais il faut faire attention, si la station de mesure se situe en haut de la surface de référence, nous avons donc une valeur positive de l'altitude. Et si nous avons la surface de référence qui se situe dans des creux ou bien sous le niveau de la mer, donc la valeur de H est une valeur qui est négative. Il faut la prendre en considération dans le calcul. La correction à l'air libre néglige l'effet de la matière terrestre qui se situe entre le géoïde et la surface topographique, c'est-à-dire la matière qui se situe entre le point P et G'. C'est comme si vous êtes allé jusqu'au point G' pour calculer la valeur de la pesanteur en négligeant l'effet de la masse qui se situe entre la surface topographique et le géoïde. Et pour prendre en considération l'effet de la masse qui se situe entre ces deux points, donc il faut faire appel à une autre correction qui est la correction du plateau.
Pour la correction du plateau, on assimile la surface terrestre à une horizontale et l'espace restant est comblé par une matière de densité ρ et la matière ajoutée forme ainsi un plateau. Et voici l'équation pour calculer cette correction du plateau où nous avons 2π fois g, la constante de gravitation universelle, fois la densité de la matière qui se situe entre la surface du géoïde et la surface topographique fois l'altitude h ou bien l'épaisseur de la matière qui se situe entre la surface de référence et la surface topographique. Et la correction du plateau est égale à environ 0,0419 fois ρ fois h. La correction du plateau a pour objectif de corriger des effets de la présence ou l'absence de la matière entre la surface topographique et la surface du géoïde, c'est-à-dire entre le point P de mesure et G', et en intégrant cette correction dans la formule, en plus de la correction à l'air libre, on obtient ce qu'on appelle l'anomalie de Bouguer simple. Et dans cette correction, il faut faire également attention à la situation de la station de mesure par rapport au niveau de référence. Donc en haut du niveau de référence, nous avons delta H et en bas du niveau de référence, nous avons moins delta H. La correction du plateau ne prend pas en considération la proximité des irrégularités du relief. Une montagne, par exemple, à proximité du point de mesure, c'est pour cela qu'on aura besoin d'une autre correction qui est la correction topographique. Donc, selon les lieux, on peut tenir en compte de la variation de la topographie car les irrégularités topographiques, c'est-à-dire la présence des chaînes de montagnes, des vallées, etc., influencent sur la valeur de la pesanteur. Il est donc important de procéder à une correction topographique ou bien une correction de terrain à l'échelle locale de 0 jusqu'à 53 mètres de distance autour du point de mesure, mais aussi plus grossière à l'échelle régionale de 53 mètres à 167 km de point de mesure. Ainsi, il faut faire donc une correction de terrain en champ très proche et en champ lointain. La correction topographique a pour objectif de corriger des effets de la présence ou l'absence de la matière au voisinage du point P, qui est le point de mesure sur le terrain. Et dans le cas d'une topographie qui est régulière, la pesanteur est normale sur le point P. Mais dans le cas d'une topographie qui est irrégulière, par exemple la présence d'un excès de masse engendré par cette colline ou bien une montagne avec une altitude h, pour calculer delta G, c'est-à-dire l'influence sur la pesanteur qui est engendrée par la présence de cette masse m, il n'y a pas de formule précise et la méthode la plus utilisée est la méthode proposée par Hammer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'application de cette méthode qui n'est pas l'objet de ce cours. Il y a un module de la géophysique en E5 pour les gens qui vont continuer en géosciences où vous allez apprendre plus de détails sur la géophysique. Mais ce qu'il faut savoir en gros de cette méthode, c'est que cet abac sous forme de réticule doit être superposé aux cartes topographiques et à l'aide de ces secteurs et des tables préparées par Hammer, on fait des manipulations pour obtenir la correction topographique ou bien la correction du terrain. Essayons de voir le principe de cette correction qui n'a pas de formule précise pour la calculer. Et dans le cas d'une topographie qui est régulière, dans le scénario numéro 1, la pesanteur G0 est normale sur le site. Et dans le cas des scénarios 2 et 3, l'excès ou bien le déficit de masse engendre une sous-estimation de la valeur de G dans les deux stations de mesure. Et en appliquant cette correction, c'est comme si vous avez rasé la montagne, c'est-à-dire éliminé toute la masse ici pour annuler l'effet de G, ou bien de combler le creux à ce niveau, donc pour éliminer
l'effet du creux sur la valeur de la pesanteur. Et comme la gravité observée est réduite, il faut ajouter une petite quantité à la gravité observée, à T, qu'on met dans la formule de l'anomalie de Bouguer. Donc, et dans cette formule, nous avons les trois corrections, la correction à l'air libre, la correction du plateau et la correction du terrain ou bien la correction topographique. Comme synthèse des corrections de l'anomalie de Bouguer, soit la correction à l'air libre, la correction du plateau et la correction topographique, soit un endroit considéré pour effectuer les levées gravimétriques. Dans cet endroit, il faut tenir en compte des corrections proposées par Bouguer. Dans le site A, le point de mesure se situe sur la surface de référence. À la limite, on n'a pas besoin d'effectuer une correction à l'air libre ou bien la correction du plateau, sauf s'il y a une irrégularité du relief, il faut faire une correction de la topographie. Et dans le site B, le point de mesure se situe à une altitude H, donc nous avons plus delta H, car l'altitude se situe en haut de la surface de référence. Et donc, il faut ramener le point de mesure à la surface de référence par la correction à l'air libre. Et ensuite, il faut faire la correction du plateau, car il y a toute une masse appelée slab de densité ρ entre le point de mesure et la surface de référence. Et également, il faut tenir en compte de la correction topographique car il y a la présence des reliefs, par exemple la montagne à ce niveau et le creux ici. Donc, il faut ajouter une petite quantité de la pesanteur qui est due à l'influence du relief, soit l'excès de masse ou bien le déficit de masse. Et dans le site C, le point de mesure se situe sous la surface de référence, donc il faut tenir en compte à ramener le point de mesure à la surface de référence, en prenant en compte également que nous avons ici moins delta H, et également il faut considérer une plaque de densité ρ entre le point de mesure et la surface de référence. On est arrivé au côté appliqué de la gravimétrie pour la connaissance du sous-sol et la forme du globe terrestre. Et la gravimétrie est une méthode de prospection qui permet de déterminer des anomalies de densité dans le sous-sol. Et les résultats des compagnies gravimétriques peuvent être présentés sous forme de cartes analysables et interprétables pour avoir une idée sur la distribution des zones moins denses et les zones les plus denses. Et dans ce cas, donc, nous avons ici une carte, un exemple, et là où la densité est plus grande, c'est en rouge et en rose, l'anomalie de Bouguer est plus forte et elle est souvent exprimée comme une valeur qui est positive. Cette carte n'est qu'un exemple, mais les valeurs varient d'un endroit à l'autre. Et là où la densité est plus faible, c'est en vert. L'anomalie de Bouguer est plus faible et elle est souvent exprimée comme une valeur qui est négative. Dans le cas de la prospection minière, ce qu'on fait, c'est juste des mesures en surface. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en profondeur. Et par rapport à une référence, dans notre cas qui est cette couche calcaire, en présence d'un corps minéralisé qu'on n'observe pas à la surface, la courbe ΔG présente une bosse par rapport à la référence. Et à partir de cette observation, on peut dire que la densité sur le point de mesure est élevée par rapport au point de référence. Donc probablement cette zone contient des minéralisations et leur présence doit être confirmée par d'autres méthodes. En présence d'une cavité, cette courbe présente un creux par rapport à la référence. Et à partir de cette observation, on peut dire que la zone sous le point de mesure a une faible densité qui peut être liée soit à la présence d'une cavité ou bien la présence d'un corps qui est moins dense.
Et en absence d'un élément perturbateur, l'anomalie gravimétrique est nulle. Et dans tous les cas, on aura besoin d'autres méthodes pour confirmer la nature des matériaux du sous-sol. Et ce qu'on détermine par la gravimétrie, c'est juste la variation de la densité. Est-ce que nous avons une zone où les matériaux sont plus denses ou bien moins denses? Sur une autre dimension, nous allons comparer les anomalies de Bouguer avec le modèle de compensation locale d'Airy. Ce schéma du paradoxe de l'anomalie de Bouguer montre la relation entre la topographie observée sur la surface du globe et les anomalies de Bouguer, corrigées et comparées avec une référence. Et la référence dans ce cas, c'est le niveau zéro de la mer, qui est le niveau de la surface du géoïde. Et au niveau de la dorsale médio-atlantique, l'anomalie de Bouguer montre des valeurs positives, reflétant une forte densité du sous-sol, et cette courbe est anticorrélée avec la topographie, et l'anticorrélation veut dire que la forme de la courbe de l'anomalie reflète l'inverse de la forme réelle du relief. Et dans le cas des Alpes, au niveau des chaînes de montagne, on est dans une situation en haut du niveau zéro. Donc, et la courbe de l'anomalie de Bouguer montre des valeurs qui sont négatives et toujours l'anticorrélation est là. Donc, cette courbe montre l'inverse de la forme réelle du relief. Dans le cas de la marge continentale, au sud-est de l'Australie, l'anomalie négative est observée au niveau du continent et l'anomalie positive est observée au niveau du large. Et à partir de ces figures, on constate que nous avons toujours une anticorrélation entre l'anomalie et la surface topographique observée. Donc, l'anomalie de Bouguer est anticorrélée avec la topographie à grande longueur d'onde et c'est la mise en évidence du phénomène de compensation, c'est-à-dire qu'il y a en profondeur une anomalie de densité opposée à celle en surface. Dans cette diapositive, je vais essayer d'expliquer comment on peut avoir une idée sur ce qui se passe sous cette montagne. Maintenant que vous avez appris que l'anomalie doit être comparée à une référence, la référence dans ce cas d'élevé gravimétrique est le modèle PREM avec une croûte de 30 km d'épaisseur. C'est une croûte qui est moins dense par rapport ou bien qui flotte sur le manteau qui est plus dense. Avant de comparer, il faut faire une correction d'altitude pour se mettre à l'altitude 0 afin de calculer l'anomalie à l'air libre. Et l'anomalie à l'air libre va répondre à une question qui est: est-ce que la montagne est en équilibre ou non? Et les valeurs aux alentours de 0 indiquent que la zone est stable, est en équilibre isostatique, c'est-à-dire sans mouvement verticaux. Et c'est l'un des arguments consistants de la théorie de l'isostasie que nous allons voir par la suite. Ce qui nous intéresse le plus pour savoir la structure sous la montagne, c'est l'anomalie de Bouguer. Et nous avons vu que pour calculer l'anomalie de Bouguer, on doit tenir en compte des trois corrections, qui est la correction à l'air libre, la correction du plateau et la correction topographique. Et après avoir effectué ces corrections, c'est comme si nous avons rasé complètement la montagne et l'effet des autres structures qui influencent la mesure de la pesanteur. Et l'anomalie de Bouguer va donner une idée sur la présence d'un excès ou un déficit de masse. Le premier scénario, c'est d'avoir une anomalie qui est nulle. Ça veut dire que nous avons presque la même chose que le modèle de PREM. Ça veut dire que nous avons une épaisseur de la croûte de 30 km sous ce point de référence. Et l'autre scénario, c'est l'anomalie positive. Et dans ce cas, ça veut dire que nous avons une colonne qui est plus dense et cette densité provient de
du manteau, qui remplace une bonne partie de la croûte qui est moins dense. Et de ce fait, nous avons une anomalie qui est positive. Et le troisième scénario, c'est d'avoir une anomalie qui est négative. Et cette anomalie provient de l'enfoncement d'une bonne partie de la croûte ou bien pour remplacer le manteau qui est plus dense. Et de ce fait, nous avons une anomalie qui est négative. D'ici, on peut parler de la racine cruciale qui correspond à cette épaisseur dans les anomalies négatives et cette épaisseur dans le cas des anomalies positives. Et la racine cruciale et la surface de compensation qui est là assure l'équilibre hydrostatique de la lithosphère sur laquelle le poids des deux colonnes est le même. Essayons de voir ce que je viens d'expliquer dans cet exemple. Cette carte d'anomalie de Bouguer va donner directement une idée sur le relief. Et en comparant les anomalies de Bouguer avec le modèle de compensation locale d'Airy, ça va donner une idée sur la profondeur du Moho. Et je vais revenir en détail sur cette notion d'isostasie dans l'axe de l'isostasie. À partir de cette carte, on constate que les anomalies négatives impliquent un excès de masse, c'est-à-dire que le point de mesure ou bien les points de mesure sont en haut par rapport à la référence qui est le niveau 0 de la mer et que le Moho ou bien la limite du Moho se situe sous 30 km. Et dans le cas des anomalies positives, ça implique un déficit de masse et ça veut dire que les points de mesure de la gravimétrie sont situés sous la surface de référence et également le Moho n'est pas très loin de la surface 0, donc c'est-à-dire qu'il se situe à une profondeur qui est inférieure à 30 km. Essayons de voir également cet exemple que nous avons devant nous. Donc, c'est une carte topographique de la France et la carte des anomalies de Bouguer, où nous allons essayer de voir les anomalies de Bouguer, qu'est-ce qu'il indique, et de les comparer par la réalité de terrain. Dans le cas des anomalies négatives, nous avons dit qu'il indique probablement un excès de masse. Et si on observe cette carte topographique, il indique qu'il y a effectivement des zones montagneuses à ce niveau des Alpes, par exemple. Et dans le cas des anomalies positives, ça implique que les points de mesure sont sous la surface de référence. Et en revenant sur la carte topographique, on observe qu'il s'agit bien d'une zone où les points se situent sous la surface de référence qui est le niveau 0 de la mer. Et à l'intérieur du continent, donc, nous avons des valeurs qui sont aux alentours de 0 avec une couleur jaunâtre et verdâtre et ça indique que la croûte à ce niveau, donc son épaisseur est à peu près proche de 30 km. Et c'est une zone qui est stable. Sur une autre dimension, la gravimétrie permet de déterminer le G8 et nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire le G8. C'est une surface équipotentielle de la pesanteur correspondant à la surface des océans en repos et c'est une représentation gravimétrique et non géométrique de la Terre. Il est établi en comparant les mesures avec une référence dérivée du modèle PREM avec une croûte de 30 km d'épaisseur. Et ce géoïde que vous avez devant vous donc, représente ou bien est établi à la base de la pesanteur terrestre mesurée par le satellite GRASS de la NASA et de l'Agence spatiale allemande. Et le graphique montre les écarts de la pesanteur réelle à la pesanteur normalisée associée à l'ellipsoïde homogène théorique modélisant la forme de la Terre. Comment on peut interpréter ce G8? Les zones rouges sont celles où la pesanteur est plus élevée que la pesanteur théorique
et les zones en bleu sont celles où la pesanteur est plus faible que la pesanteur théorique. En pratique, c'est difficile d'interpréter le géoïde sans autres informations complémentaires, car la surface ou bien la forme du géoïde est influencée par la densité des matériaux, la topographie, l'épaisseur de la croûte, etc. Donc un ensemble de paramètres que nous avons vus qui influencent G. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se promenant sur le géoïde, on est influencé par la même intensité de champ de pesanteur, c'est-à-dire on ne monte pas et on ne descend pas par rapport au niveau de référence. C'est là où le géoïde, en tout point, perpendiculaire au vecteur de gravité. En effet, il n'y a pas de bosse ou de creux dans le géoïde. Si l'on parle de bosse ou bien de creux, tout simplement c'est en comparaison à une autre forme, par exemple un ellipsoïde de référence. Un exemple de ces structures, c'est au sud de l'Inde, à ce niveau, vous avez ici une structure ou bien le creux de l'Inde qui est indiqué en bleu. Et vous avez ici une bosse de l'Islande indiquée en rouge. Et ces structures viennent de la variation de la masse, c'est-à-dire si la masse augmente, il faut monter pour avoir la même énergie potentielle et ça va créer une bosse dans le géoïde. Et si on l'enlève de la masse, il faut descendre pour avoir la même énergie potentielle, c'est-à-dire la création d'un creux dans le géoïde. Et donc, à partir de ce que nous avons vu, les ondulations du géoïde sont liées à la géodynamique interne. Et il ne faut pas oublier que la forme du géoïde est une forme qui est gravimétrique et non pas une forme géométrique de la Terre. Et voici la représentation sur le globe, qu'est-ce que ça donne avec les anomalies qui sont positives et les anomalies qui sont négatives. Il y a énormément de choses à discuter dans cet axe de la gravimétrie. Vous aurez l'occasion de le revoir en détail en S5 dans le module de la géophysique. Ce que nous avons présenté ici sont les bases afin de comprendre l'axe de l'isostasie, objet des prochaines slides. Passons maintenant à la notion d'isostasie afin de comprendre comment la lithosphère reste en équilibre sur la sténosphère. Dans cette diapositive, nous allons tout d'abord présenter les caractéristiques de la lithosphère. Et la lithosphère est la couche externe solide de la Terre et elle regroupe la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau. Et la croûte terrestre, c'est la croûte continentale plus la croûte océanique. Et la lithosphère océanique a une épaisseur qui varie entre 30 km à 90 km et la lithosphère continentale varie entre 110 km et 120 km. Et concernant la composition des roches constituantes de chaque zone, le manteau est de composition péridotitique avec une densité de 3,3 et la croûte continentale est de nature granitique avec une densité de 2,7 et la croûte océanique est de composition basaltique de densité de 3,2. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de comprendre comment la lithosphère reste en équilibre sur la sténosphère. Premièrement, l'isostasie est un mot qui est composé. Iso veut dire égal et stasie, c'est la situation ou bien état. Et l'isostasie est une théorie proposée en géophysique pour expliquer des anomalies du champ de gravitation à la surface de la Terre. Et ce phénomène fut découvert par le Français Pierre Bouguer lors de son expédition au Pérou au XVIIIe siècle, où il remarqua que l'attraction gravitationnelle des ondes n'était pas aussi importante que leur masse pouvait le laisser croire, et le fil à plomb qu'il a utilisé était moins dévié de la verticale que prévu. D'une manière schématique, selon ce que nous avons vu au début de la vidéo précédente,
le champ de pesanteur dépend de la masse. Et en allant de ce principe, lors de son expédition au Pérou, Pierre Bouguer a utilisé un fil à plomb et il a fait deux constatations. La première, c'est que dans les zones sans relief, le fil à plomb est attiré vers le bas par la pesanteur et c'est normal puisque l'effet des masses avoisinantes est absent. Et dans les zones de chaîne de montagne, suivant la loi de gravitation, puisque nous avons un excès de masse de cette montagne, euh, donc cette dernière devrait attirer le fil à plomb. Or, ce n'est pas le cas et le fil à plomb était moins dévié de la verticale que prévu. Ces observations prouvent que les blocs sont en équilibre sur une surface, dite surface de compensation, mais Pierre Bouguer n'a pas donné une explication à ce phénomène. Il fallait attendre le 19e siècle pour que cette observation soit confirmée dans l'Himalaya par George Everest. Et par la suite sont venus des modèles qui ont essayé d'expliquer cet équilibre. Et nous allons voir dans cette vidéo le modèle de Pratt et le modèle d'Airy. D'ici vient la théorie de l'ésostasie. C'est une hypothèse qui interprète la compensation en profondeur des reliefs superficiels, c'est-à-dire que la masse en surface est compensée en profondeur et la montagne peut être assimilée à cet iceberg qui flotte suite à deux forces, la poussée d'Archimède qui est vers le haut et le poids qui est vers le bas. Et à l'équilibre, les deux forces sont égaux et suivant ce principe, toute la croûte est en équilibre sur une surface dite surface de compensation et le long de cette surface est exercée la même force de pression. Voici les deux modèles qui ont essayé d'expliquer cet équilibre en imaginant la croûte terrestre comme étant des colonnes. Et l'idée, c'est que les colonnes dans les deux modèles sont en équilibre sur une surface dite surface de compensation et les pressions exercées le long de cette surface sont identiques et cette pression peut être calculée par cette formule où nous avons par exemple la pression exercée par cette masse rocheuse au niveau de ce point situé à la surface de compensation, P est égal à ρ, c'est-à-dire la densité de cette colonne, fois G qui est la pesanteur, fois H qui est l'épaisseur de cette colonne. Et la même chose dans le modèle de Pratt, la pression exercée dans ce point donc, est égale à ρ, c'est la densité de cette colonne, fois G fois H. Et le modèle de Pratt suggère une variation latérale de densité des roches. Il est faible dans la partie centrale et élevé aux alentours. Et le modèle d'Airy suggère une racine sous la chaîne de montagne pour compenser donc l'excès de la masse. Et la densité de la croûte n'est pas variable. Et la racine, c'est cette partie qui clignote. Voici les caractéristiques du modèle de Pratt avec une densité ρ qui diminue si la hauteur h augmente, ce qui fait qu'il y a une variation latérale de densité des roches. Il est faible dans la partie centrale et élevé aux alentours. Et la profondeur de cette surface de compensation est constante. Dans cet exemple, nous avons ici deux colonnes qui sont en équilibre sur cette surface de compensation. Les deux colonnes ont la même densité et la même épaisseur. Mais prenons par exemple cette colonne avec un faux relief d'altitude h selon Pratt pour assurer l'équilibre sur la même surface de compensation. La densité ρ3 devrait être inférieure à la densité ρ1. Dans cette colonne qui se situe sous la mer, la densité devrait augmenter pour assurer l'équilibre. Et ces constatations suggèrent que la montagne change de densité au fil des temps géologiques, ou bien la croûte change de densité
au fil des temps géologiques, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour cela que ce modèle est valable surtout au niveau des dorsales océaniques où la densité de la croûte augmente en vieillissant. Voici les caractéristiques du modèle d'Airy avec une densité eau qui est constante au niveau de la croûte, ce qui implique l'existence d'une racine sous la chaîne de montagne pour compenser l'excès de la masse engendrée par cette altitude H par exemple. Et par conséquent, la profondeur de la surface de compensation change si on augmente H. Dans cet exemple, nous avons deux colonnes avec la même densité et dans ces deux colonnes avec la même épaisseur, la pression exercée sous chaque colonne au niveau de la surface de compensation est la même. Essayons de voir maintenant cette colonne avec un faux relief d'altitude H et selon Airy, pour assurer l'équilibre tant que nous avons la même densité dans la croûte, l'équilibre sera assuré par l'enfoncement de la racine R sous la chaîne de montagne. Et dans cet endroit, au niveau des océans, où nous avons ici, donc, par exemple, si on a à ce niveau une croûte océanique, sa densité déjà donc, qui est élevée, de l'ordre de 3,2, et ici on aura la remontée du manteau lithosphérique pour combler le déficit de la masse ici. Et après, donc, on aura la même pression exercée sur cette surface de compensation. Dans le modèle d'Airy, il vous sera demandé de calculer l'épaisseur de la croûte continentale ou bien de calculer la racine sous un point situé sur une surface topographique au niveau de la montagne. Et dans cet exemple, je n'ai pas respecté l'échelle des altitudes afin d'avoir une très bonne visibilité. Et nous avons ici la montagne qui flotte sur le manteau en exerçant une pression sur cette surface de compensation. Les données sont l'altitude H qui est égale à 3 km et l'épaisseur de la croûte continentale d'environ 30 km et la densité de la croûte continentale 2,7 et la densité du manteau lithosphérique qui est de l'ordre de 3,3. Ce qui vous sera demandé, c'est de calculer la racine cruciale R ou bien de calculer l'épaisseur de la croûte sous cette montagne. Et pour calculer l'épaisseur de la croûte sous la montagne, je vais choisir deux points de référence. Un point sous là où nous allons calculer X, qui est l'épaisseur de la croûte sous la montagne, et un point numéro 2 qui se situe là où on connaît déjà l'épaisseur de la croûte continentale. Il faut imaginer cette montagne comme étant des colonnes du modèle d'Airy pour exécuter les calculs. Et je peux également utiliser la colonne au niveau de la croûte océanique si je connais l'épaisseur de la croûte océanique et également la pile de la tranche d'eau. Donc pour cet exemple, je vais juste garder ces deux points. Donc, et le long de la surface de compensation, nous avons vu que la pression exercée est égale à la densité fois G fois H. Et dans ce cas, nous avons deux points, le premier point et le deuxième point. Donc, selon le principe d'isostasie, à l'équilibre, nous avons la pression exercée au niveau du premier point est égale à la pression exercée au niveau du deuxième point. Et dans cette formule, je vais remplacer donc chaque pression par sa formule. Au niveau du premier point, j'ai la densité de la croûte continentale fois G fois l'épaisseur de la croûte depuis la surface de compensation jusqu'à l'altitude H. Et la pression exercée au niveau du point 2, donc est subdivisée en deux, la pression exercée par la croûte continentale et également la pression exercée par le manteau lithosphérique. C'est pour cela que je dois faire une addition. Donc ici j'ai ρCC fois G fois ECC plus ρML fois G fois
R qui est la racine. Donc, dans cette équation, je peux simplifier par G et la formule devient avec deux inconnus qui est X, l'épaisseur de la croûte continentale sous cette chaîne de montagne, et R qui est la racine cruciale par laquelle cette montagne assure l'équilibre sur le manteau. Et dans ce schéma, on sait que R est lié à X par cette formule. Nous avons R, il est égal à X moins l'épaisseur de la croûte continentale moins l'altitude H. Et en remplaçant dans la formule précédente, donc on obtient cette formule avec un seul inconnu qui est X. Et en développant cette formule, donc jusqu'à arriver à l'application numérique pour obtenir X qui est l'épaisseur de la croûte continentale sous la chaîne de montagne qui est égale à 46,5 km et la racine R qui est égale à 13,5 km. Donc pour une altitude H, il faut envisager une racine de compensation de 13,5 km. Ici, par exemple, au niveau de cet endroit, donc on augmente l'altitude H jusqu'à devenir par exemple 4 km. Il faut refaire le calcul et vous allez constater que R va augmenter. Ici, on diminue l'altitude H jusqu'à devenir par exemple 2 km ou bien 1 km. Vous allez constater qu'il y aura donc une diminution de la racine, ce qui implique la remontée de la surface de compensation. Donc la montagne, est-ce qu'elle est stable, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en équilibre ou bien elle est en mouvement? Partons de cet iceberg que nous avons vu, qu'elle est en équilibre sous deux forces, la poussée d'Archimède et le poids, c'est-à-dire il est stable au moment où nous avons PA est égal à P. Sûrement, cette masse de glace ne va pas rester là pour toujours avec l'augmentation, par exemple, de la température au niveau de la surface. Donc, il y aura la fonte de cette masse de glace et par conséquent, l'iceberg va remonter jusqu'à la disparition. Et si on a un ajout de la masse, donc, il y aura l'enfoncement de cet iceberg. Et c'est presque le même scénario qui se passe au niveau de la croûte terrestre et en particulier au niveau des chaînes de montagne où il y a de l'érosion des chaînes. Et donc la montagne est en équilibre, mais une fois il y a un déséquilibre, soit par l'ajout de la masse, le dépôt ou bien la mise en place des massifs plutoniques, etc., ou bien de l'érosion, la montagne tentera de chercher un autre équilibre par les mouvements verticaux ou bien le réajustement isostatique. Le réajustement isostatique est confirmé à travers l'observation des chaînes de montagne, en particulier l'érosion des chaînes de montagne. Au cours des temps géologiques, les chaînes de montagne jeunes subissent une érosion de l'ordre de 200 mètres par million d'années. Et ceci implique qu'à cette allure et sans réajustement isostatique, tout le relief actuel serait arasé en 100 millions d'années. Mais au fur et à mesure de la destruction du relief, la masse disparue est compensée en profondeur par l'arrivée de la matière dense du manteau, et ce qui fait que la remontée progressive de la racine des chaînes de montagne va conduire à l'affleurement des roches de profondeur telles que les granites. Dans trois scénarios, je vais essayer de simplifier les réajustements ou bien les mouvements verticaux. Le premier scénario est l'état stable avec une croûte de 30 km d'épaisseur. Et le deuxième scénario, dans ce scénario, l'équilibre est perturbé par cette masse de la glace, c'est un excès de masse. La croûte va chercher l'équilibre par l'enfoncement de la racine jusqu'à ce que l'équilibre sera assuré sur
une surface de compensation où est exercée la même pression. Ce phénomène est appelé subsidence, qui est l'enfoncement progressif régulier ou saccadé pendant une assez longue période du fond d'un bassin sédimentaire ou d'une zone de l'écorce terrestre. Dans le troisième scénario, suite à la diminution de la masse de la glace, il y aura remontée de la racine et le déplacement de la surface de compensation. Et dans ce cas, on parle de la surrection, qui est le soulèvement lent et progressif d'une zone de l'écorce terrestre. C'est le contraire de la subsidence. Et la surrection est un mot qui est utilisé le plus souvent dans le cas des orogénèses ou bien la formation des chaînes de montagne. Prochainement, vous allez recevoir la deuxième série des travaux dirigés. Ce sont des exercices de cette partie qu'on vient de terminer, qui est la gravimétrie. La dernière vidéo du chapitre numéro 3 arrive à son terme, et à très bientôt dans la première vidéo du chapitre numéro 4.